L'idée, c'était de pouvoir acheter ma liberté et pouvoir vivre comme je le voulais, comme je l'entendais. Je me rendais compte que sans niveau d'études et sans diplôme, je pouvais, royalement proposer mes services dans des métiers de subalterne, quoi. Mais j'ai pas voulu vivre ça. Les braqueurs. François. Épisode 1. À l'adolescence, je volais dans les magasins des vêtements, pour être à la mode. Mais c'était pas du braquage, quoi. C'était vraiment, je m'habillais, je courais. Mon père était ingénieur agronome, ma mère était prof. En même temps, ils étaient assez artistes, mon père chanteur d'opéra également. On a quitté la ville pour aller vivre sur un terrain dans une roulotte, pour vivre de la culture bio. On est passé d'une éducation normale à un basculement total, radical du jour au lendemain. C'est-à-dire que mes parents nous ont enlevé la télévision. Moi, je regardais Goldorak, je regardais des dessins animés. Et du jour au lendemain, plus rien. Ma mère nous racontait des contes de Grimm. Je pouvais pas écouter du rock, par exemple. J'avais l'impression parfois d'être un Allemand de l'Est et qui rêvait de tout ce que je pouvais pas avoir. C'est le regard des autres qui est compliqué dans ces cas-là. Foncièrement, on était très heureux. La différence me gênait. Voilà. Donc je prenais les belles chaussures et je piquais un sprint. Et puis j'ai arrêté mes conneries jusqu'à l'âge de 23 ans. J'étais garde de corps, donc je travaillais plutôt pour les services de sécurité. J'ai basculé à l'âge de 23 ans en faisant une attaque de fourgon, dans un fourgon dans lequel je travaillais. J'ai eu une idée de me faire engager dans la section transport de fonds en me disant je vais étudier le système du transport de valeur pour pouvoir mieux le voler. L'idée, c'était ça. C'était assez déconcertant de voir à quel point on m'avait engagé sans presque de vérification. Il y avait juste des tests d'aptitude au tir. Et tout de suite, en plus, j'étais responsable d'un service trajet, transport. Donc j'avais toutes les données. Je savais exactement combien il y avait dans tel fourgon. Je savais que tel trajet était plus intéressant qu'un autre. Et j'ai commencé à lire pas mal de bouquins sur le grand banditisme, sur les techniques, avec une haine en plus pour les banques, vraiment, puisque quand on est convoyeur, il faut savoir qu'on est le dernier maillon de la chaîne économique et capitaliste, où vous transportez des millions pour un salaire de misère. Donc, je me souviens, c'était l'équivalent de 1200 €, avec un petit 38 spécial, c'est une petite arme de poing, face à des mecs qui pouvaient vous attaquer avec des kalachnikovs et on lance-roquettes. Donc franchement, on risque sa vie, quoi. Et j'avais encore une haine encore plus vis-à-vis de ce système. Et donc j'avais vraiment l'envie de leur faire la nique, quoi. C'était ça. Je transportais des fourgons entre 3 et 4 millions d'euros. Mais il y avait un trajet, mais là c'était compliqué parce qu'on était 3, où on transportait beaucoup plus. On pouvait transporter jusqu'à 30 millions d'euros. Et donc j'ai réussi à avoir une complicité interne que j'ai petit à petit réussi à convaincre en lui disant mais tiens, tu te rends compte l'argent qu'on a là, qu'est-ce que tu feras avec, qu'est-ce que tu pourrais imaginer. Et puis petit à petit, jusqu'au jour où je dis mais on pourrait le faire. L'idée, c'est que je devais transvaser le contenu du fourgon dans le coffre de la banque, mais il y avait déjà de l'argent dans le coffre de la banque. Donc j'ai transvasé le contenu du fourgon, j'ai ouvert la banque, forcément j'avais les clés, j'ai vidé le coffre et j'ai une troisième personne qui est venue récupérer tout le magot. Donc je me suis fait enfermer dans la banque par mon complice qui a déposé les clés devant la banque. Donc la banque étant fermée à clé, moi étant enfermé à l'intérieur et attaché avec une menotte à un radiateur, forcément ça ne pouvait pas être moi, ça ne pouvait pas être non plus l'autre complice qui était bloqué dans le fourgon avec des mesures de sécurité. Et pour que ce soit plus crédible, j'ai tapé ma tête sur un radiateur jusqu'au temps que le sang arrive. Et vraiment, j'ai bien tapé, quoi. Je pense que dans ces moments-là, on y va. Et j'ai attendu la police pendant 3 heures. Donc ça pissait
glissé le sang. Mais j'étais attaché au radiateur, donc je savais plus bouger. Et ces cons, ils étaient à plat ventre. Et ils arrivaient tout doucement vers la banque, puisque forcément, il y a eu une alerte donnée, mais ils pensaient que les mecs étaient toujours là, donc ils étaient aux aguets, et ils ont mis 3 heures pour intervenir. C'était quand même beaucoup d'argent, hein, 3,5 millions d'euros, en plus, dans les années 90, c'était beaucoup d'argent. Et j'avais le sentiment que je pouvais vivre jusqu'à la fin de mes jours avec ça. Donc là, j'ai même pas été, interrogé puisque, là, j'étais embarqué en ambulance et la médecin-chef m'a dit: «Mais, voilà, il a une commotion cérébrale, il peut pas être interrogé, il doit être au calme». Et puis je l'ai joué aussi, après, devant des psys, comme quoi je voyais chaque fois les mecs qui me braquaient, les mecs en noir, cagoulés. Et donc ça a été mais vraiment un jeu d'enfant, d'échapper aux questions, suspicions policières. Et pendant une année, ça a été, on n'a pas touché à notre argent, donc on a tout enterré, dans des tubes en plastique, avec, des plastiques hermétiques pour que ça ne prenne pas l'humidité, avec, vous savez, les petites boules qu'on met dans les chaussures pour prendre l'humidité. Et puis on a fait des tests avec des bocaux de cornichons pour faire les conserves. En fait, c'est super hermétique, il y a pas de condensation. Et voilà, donc pendant un an, on n'a presque pas dépensé d'argent. On s'est fait des week-ends à Monaco ou dans des pays un petit peu où on n'était pas repérable et on pouvait faire un peu la fête. Et puis, bah, comme dans toutes les histoires, il y a une mauvaise fin. J'ai un complice qui a raconté l'histoire à sa maîtresse, qui elle-même, lui a menacé de le dénoncer s'il ne quittait pas sa femme. Et la femme a dit: «Si tu quittes pas ta maîtresse, je te balance». Donc, hein, le gars, il s'est retrouvé, il a fait une erreur, bon, d'en parler autour de lui, évidemment. Et il s'est rendu à la gendarmerie avec l'argent en disant: «Voilà, c'est moi». Et donc il balance et puis il nous met, il nous met tous les 2 dans la merde, quoi. Et mon pote, en fait, moi j'arrive à le sauver parce que je dis qu'il était pas au courant de ce qu'il venait chercher. Il savait pas que c'était de l'argent et il a pris 6 mois. Aujourd'hui, il est banquier, donc il a pu refaire sa vie. C'est assez gag quand même la vie. Et moi, j'ai pris quand même 4 ans ferme. Mais je rends pas l'argent. J'assume, quoi. Je me dis, «Je fais la connerie, je vais jusqu'au bout». Je me retrouve en prison à 23 ans et en détention, la première semaine, de détention, elle est assez catastrophique parce qu'on a l'impression, on se dit: «J'ai passé 4 ans dans un univers comme ça». Je suis dans une cellule nue pleine de béton et je me dis: «Je vais jamais tenir, quoi». J'étais à l'isolement tout seul. Moi, j'étais très proche de la nature, donc vous êtes complètement, coupé des éléments, donc vous voyez même plus le soleil, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, on serait venu me chercher, on m'aurait tendu la main en me disant, «Bah, refais des études ou change ta vie, on efface l'ardoise». Je crois que je serais vraiment reparti, du bon pied. Et donc je me retrouve dans une cour de promenade où là, vous faites regarder un petit peu par une centaine de gars. Puis il y a 2 gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent: «On sait qui tu es et bravo pour ce que tu as fait». J'étais assez fasciné, quoi, des stars du grand banditisme. Et il faut savoir qu'en prison, il y a des catégories. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais les gens du grand banditisme, c'était une race à part, quoi. C'était des seigneurs, c'était des gens, c'était le PSG, quoi. C'est quand vous jouez dans un club provincial, vous arrivez, vous avez les gars du PSG qui vous disent, «Viens jouer avec nous», bah, c'est un honneur. Les gens affiliés au grand banditisme et capables de monter sur des fourgons, il y a un maximum une cinquantaine en Europe. Voilà, c'était pas plus. Ce sont des gens qui vont chercher l'argent, comme on dit, la fraîche avec le calibre, quoi. Alors, évidemment, pas chez le particulier, les agents de change, les transports de fonds et aussi les centrales, les banques nationales ou les centres de triage. Et après, il y a des réseaux de trafiquants qui, pour moi, sont des commerçants qui ne sont pas du grand banditisme. Donc, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, les gens qui trafiquent les êtres humains. Voilà, ça sont pour moi des commerçants déguisés en voyous et qui sont parfois plus violents et souvent plus violents que le grand banditisme en lui-même. Mais forcément, tout est lié puisque le grand banditisme a besoin d'armes, a besoin d'explosifs, de certaines choses clandestines qui forcément le mêlent à certaines choses. Et donc,
Il me dit c'est bien joué, mais tu manques d'expérience. C'est dommage qu'il nous a pas connus. Parce que nous, des mecs comme toi, on aurait pu faire affaire. Évidemment, je n'étais pas dupe. Je savais que je connaissais tous les trajets, l'organisation des fourgons. En plus, j'étais spécialisé en explosifs, puisque quand j'étais garde-corps, j'avais une formation pour déminer. Donc je savais bien utiliser les explosifs aussi. Comme j'avais balancé personne, puisque j'avais vendu des titres, et je n'ai jamais dénoncé les gens qui m'avaient vendu ces titres, qui étaient des gens du milieu, ça s'est dit très rapidement. Il faut savoir, dans le grand banditisme, en fait, la seule garantie que vous avez, c'est l'honneur. Et l'honneur c'est votre manière d'avancer, c'est votre CV. Si vous avez fait une enroule à quelqu'un, si vous avez embrouillé quelqu'un, ça va se savoir. Donc c'est une petite famille, c'est des gens... et on y rentre difficilement. Et j'avais le sentiment d'avoir été accueilli par cette élite. Et en plus, j'ai une certaine... je suis respecté dans la prison puisque je fréquente ces gens-là. Et on sympathise, et puis la première chose qu'il me demande, c'est si je fume. Je dis non. Il me dit c'est bien. C'est un peu le mec 45 balais qui s'adresse aux gamins de 20 ans, quoi. Et tu choses du combien? Du 44. Demain, on va te trouver des baskets, tu vas venir courir avec nous. Et donc, je cours tous les jours 1 heure à la promenade. Et les mecs, ils me testent, en fait. Je le sais pas, mais ils me testent. Donc, ils me partagent des secrets. Puis, il y en a un autre qui vient me parler pour savoir si je répète. Des tas de choses qui font qu'à un moment donné, c'est des petits trucs pour voir si on est des gens fiables. C'est une manière de tester. Et j'ai été pendant toutes ces années de prison presque coaché. Tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois jamais être dans les lieux publics avec les gens avec qui tu travailles, vous ne devez jamais être ensemble. Quand vous tapez, vous devez vous retrouver ensemble et ne jamais vous séparer. J'apprends aussi, de par mon dossier pénal, quand vous êtes arrêté, vous avez un dossier pénal. Donc la police fait une enquête et vous avez des auditions, donc vous avez la possibilité de lire après votre dossier. Et vous voyez comment elle a opéré. Comment elle a pu, je ne sais pas, tracer une enquête téléphonique, par exemple. Comment elle a pu réussir à vous filer. On vous dit, tiens, là, j'ai fait une erreur. Donc, c'est des petites choses qui vous apprenaient sur le tas. Et puis, vous lisez énormément le bouquin de Messrine, le bouquin de François Besse, le bouquin de tous les braqueurs un peu connus, et qui vous racontent leurs erreurs. Et qui enjolivent les choses, et donc, vous lisez ça un peu comme une espèce d'aventure. C'est des contes modernes, hein. Vous dites, waouh, quelle vie! Et on a envie de leur ressembler. Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie de jouer ce rôle-là. Donc, j'ai rencontré un forum, le forum du crime, où vous avez tout à votre disposition pour pouvoir vous parfaire. Alors, j'ai pas fait 4 ans plein, hein, j'ai fait plus de 2 ans. Donc, je sors de prison pour bonne conduite. Et quand je sors de prison, je rencontre directement donc des gens à ma disposition qui me manquent. Donc grâce aux gens que j'ai rencontrés en prison, ils me font rentrer dans leur réseau et j'ai tout de suite ce qu'on appelle, je peux former mon équipe. Donc j'ai un spécialiste en vol de voiture, j'ai un spécialiste qui sait me fournir des armes. Je peux trouver par exemple des explosifs, je peux trouver tout ce qu'il me faut pour monter une équipe. Donc je bénéficiais de gens qualifiés, qui étaient aguerris. Le facteur humain, c'est des gens qui savaient faire de la prison sans balancer, qui l'avaient prouvé. Donc je me sentais bien entouré. Voilà. À suivre Voilà comment ça commence. sur arteradio.com.